Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement de marchés dérivés et de potentielles jambes baissières à venir, ou en tout cas d'un mouvement violent qui se prépare pour le début de ce mois de septembre. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Vous avez également le Twitter, ne surtout pas hésiter à nous suivre sur Twitter. Voilà, on est là sur le prix du BTC face au dollar. J'ai fait une vidéo hier où j'expliquais qu'on pouvait ici éventuellement voir un triangle descendant, figure qui est bearish, et qui nous donnerait une target ici des 18 400 $. Tout ça aurait plus ou moins du sens avec également ce bear flag ici qui nous donne une target autour des 18 000 $. Et on a aussi des targets encore plus baissières que vous voyez ici avec cet énorme bear flag ici qui nous donne une target autour des 14 et une épaule tête-épaule qui a cassé sur le Bitcoin et qui nous donne également une target autour des 14. Donc on est ici dans une configuration, on va dire, chartiste relativement baissière. Même si tout ça n'est pas obligatoire, on se rend compte en ce moment que, on va dire, les bulls sont plutôt en train de jouer la défense, là, ici, en fait, aux 19 500, mais qu'ils n'arrivent pas ici à choper le momentum suffisant pour repartir. Ça se voit d'ailleurs sur le momentum si jamais on passe en weekly. Hop, qu'on zoome un petit peu et qu'on regarde nos indicateurs de momentum, et tout simplement, vous voyez ici que sur le market cipher par exemple, on a marqué une pastille de vente ici. On a un money flow qui est relativement calme, qui n'est pas à la descente. Ici, on a quand même cette vague qui commence un tout petit peu à s'affaiblir ici, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Éventuellement, si jamais on dessinait ici une pastille verte, on aurait bien entendu une très jolie divergence baissière. Cependant, au niveau du stochastique, vous voyez qu'on a à peine touché la zone de surachat et que on est désormais à la descente. Donc ça c'est pour le weekly où vraiment la seule chose, on va dire, encourageante, c'est que ici on avait eu un faiblissement du MACD là il y a 3 semaines et que actuellement MACD était légèrement en train de se reprendre. Donc on voit ici les deux droites, la droite de moyenne et la droite de signal potentiellement en train de s'écarter, et on a également bien entendu en weekly cette superbe divergence haussière qui pourrait éventuellement nous dire que voilà, le prix en a terminé avec cette correction. Cependant, on a quand même le stochastique, donc ici par exemple, intéressant potentiellement de mettre une alerte sur le stochastique. Vous faites clic droit sur votre stock et vous lui demandez de sonner quand il fera une progression vers le haut tout simplement. Ça c'était pour le weekly. On va regarder maintenant le 3 jours rapidement. 3 jours, vous voyez qu'on est en train de croiser bearish sur MACD là, ou en tout cas on s'en rapproche, à moins de pas le faire, tout simplement, un petit peu comme c'était le cas, voilà là, et d'avoir un nouveau souffle un peu de momentum à l'achat qui se présente. En 3 jours, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a ici le stochastique qui est en train de se retourner. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça signifierait que peut-être à court terme, on aurait potentiellement ici un mouvement qui se retourne, mais toujours pas ici, vous le voyez sur le cipher, toujours pas de pastille d'achat. On est toujours dans cette logique de vente qu'on avait en 3 jours depuis le 17 août. En 2 jours, même constat globalement que pour le 3 jours, sauf qu'on est légèrement plus haussier sur le stochastique. Et en daily, on est plutôt dans une configuration sympathique, si ce n'est que ici on n'arrive pas à croiser bullish pour le moment. On a une légère dive haussière aussi ici, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et que le stochastique à l'inverse là ici hier soir, donc du coup c'est retourné, et que pour l'instant on a un début de journée qui est plutôt baissier. Vous voyez que le stochastique ça arrive qu'il se retourne et qu'il reparte vers le haut, le daily reste plus ou moins, comment dire, une time frame où on a beaucoup de signaux différents, contrairement au weekly, ce genre de choses. Mais on va dire que long terme, c'est assez moche en weekly jusqu'au retournement. Et si on va tout droit vers le daily, on a plutôt ici en daily une forme d'incertitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc au niveau chartisme c'est dégueulasse, au niveau action de prix c'est relativement dégueulasse. Si je vous montre le monthly, vous allez voir que en fait on avait fait une jolie bougie verte ici au niveau du mois, et qu'on a fait une bougie qui l'englobe quasiment totalement au niveau du mois d'août. Donc on a un petit peu annihilé tout ce qui s'était construit, on va dire, sur le mois de juillet, on l'a annihilé en août.
Globalement, si on suit vraiment les marchés, alors aujourd'hui ils sont fermés, donc du coup on fera un point demain là-dessus, je pense ça va être plus intéressant. Sur la stablecoin dominance, vous savez que c'est un indicateur que moi je regarde beaucoup, et ben on est revenu ici à la hausse sur le haut de ce flag, donc ce qu'on surveillera bien c'est bien évidemment si la stablecoin dominance passe les 13%. Alors là, on parle en fait, la stablecoin dominance, si on prend aussi, puisque moi je prends que le Circle et le Tether, mais si on prend aussi, bien entendu, le BUSD qui prend de plus en plus de place, donc je pense que je vais l'intégrer d'ailleurs dans mon indicateur, et le DAI, on doit être autour de 15%. Ici cependant on voit qu'on est relativement haussier, même si là ici on a plus ou moins cette structure de correction qui se fait sur la stablecoin dominance, et nous bien entendu on veut que ça baisse. Pour l'instant on a une target à 16, donc ça aussi c'est relativement bearish à regarder. Par contre on espère ici bien entendu un rejet de la part de cette trend ici, le haut de ce flag, on veut se faire rejeter de manière à reprendre quelques pourcents et éventuellement nous donner un léger rallye haussier. Ensuite sur Ethereum en action de prix. Ethereum en action de prix, c'est un petit peu plus bull que Bitcoin, vous l'aurez compris. On a rebondi ici au 1423. Globalement, en fait, et ça j'en ai déjà parlé, plus ou moins sur sur la chaîne. Globalement, on s'attendrait ici potentiellement sur Ethereum à quelque chose d'un petit peu plus bullish que sur BTC, puisque on s'écarte désormais. On avait tenu ici ce support là, cette trend bleue que vous voyez ici. On s'attendrait potentiellement ici à un retour aux 1726 $. Je rappelle que sur Ethereum, demain on aura la première phase de The Merge qui est le Bellatrix. Donc globalement, la Beacon Chain est censée tout simplement fonctionner, c'est-à-dire que la chaîne actuelle d'Ethereum s'intègre un petit peu dans une autre colonne vertébrale, sera une des vertèbres d'une colonne vertébrale entière, donc il s'intègre dans une autre, et globalement à partir de demain, théoriquement, on aura et le Proof of Work et le Proof of Stake qui fonctionnent en même temps pendant une dizaine de jours. Donc on va voir ici comment ça se passe, bien entendu au niveau des news, on suivra bien évidemment bien fortement les news. Un petit point sur Cardano qui ils ont annoncé pour le 22 septembre le fameux, donc c'est une hard date, c'est-à-dire que ça va se faire, une implémentation du Vacil Hard Fork le 22 septembre. Le Vacil Hard Fork va augmenter la scalabilité de Cardano et va augmenter également le fait que Cardano est plus facile à programmer, etc., ce genre de choses, donc beaucoup plus développeur friendly si j'ose dire. Donc là voilà, on a une jolie réaction de la part du prix de Cardano qui, même s'il corrige aujourd'hui de manière à sortir quelques longues, me semble plutôt haussière. Concrètement, à chaque fois qu'on avait eu des annonces du Vacil Hard Fork, et là vous comprenez que c'est une date, donc c'est relativement sûr que ça va se faire, eh bien on avait eu des petites hausses sur le prix. Ici, on va voir désormais qu'est-ce qui a été liquidé. On va faire le sentiment d'abord en premier avant de faire le reste. Vous le voyez qu'en 24 heures, on a liquidé assez peu, on a liquidé que 55 millions, et dont la moitié à peu près sur Ethereum, et Ethereum représentant 2 fois plus que Bitcoin. Donc une fois de plus, force est de constater que l'open interest sur Ethereum est plus important que celui sur Bitcoin. On va quand même suivre Bitcoin ici au niveau du carnet d'ordre, etc. Mais on retrouve en ce moment énormément de force, bien entendu, du côté comme si Ethereum faisait un petit peu le prix, si vous voulez. Alors ici, sur le carnet d'ordre, on a 276 Bitcoin à l'achat aux 19 500 $. Entre temps, on en aura eu 107 ici et 200. Donc on a à peu près 5 ou 600 Bitcoin ici au spot qui attendent l'achat tout simplement autour des 19,5. Et quand on se rapprochera des 20 500 $, parce que là on est dans un range entre 19,5 et 20 500, vous voyez qu'on risque potentiellement d'essuyer un rejet. Donc beaucoup de traders de range là en ce moment, vous voyez 162, à peu près la même chose en fait, 500, 500, encore que là j'avais vu qu'on en avait un peu plus, non c'est ça. Donc on a des chances de peut-être rester un petit peu dans ce range pendant un certain temps, ou en tout cas il faudra à la fois du momentum du côté des vendeurs pour venir péter les 19,5, et à la fois du momentum du côté des acheteurs pour venir éventuellement péter les 25 et sortir de ce range qui dure maintenant depuis une bonne semaine. Les liquidations sur Bitcoin, vous voyez qu'on est venu chercher ce niveau dont qu'on avait mis en avant hier, donc ça a été fait. Globalement, qu'est-ce qu'on a eu depuis sur l'open interest? Alors moi je note ici du deleveraging au niveau des shorts, donc on a dû sortir des shorters ici, et puis ensuite pas grand chose au niveau de l'open interest, léger niveau de short ici, mais il est vraiment très léger, on va
peut-être pas le noter. Et puis finalement, là, le gros de l'open interest se fait là, et il se fait sur quoi? Sur un funding qui monte, donc on aura à nouveau sur Bitcoin un niveau de longueur à venir chercher par ici. Encore une fois, et je le répète, les liquidités se trouvent plutôt sur Ethereum, donc au niveau des dérivés, on est plutôt allé censé voir ce que fait Ethereum. Et vous voyez qu'Ethereum, on avait deux niveaux de short à prendre qu'on avait mis en avant hier aussi. Donc les shorters ont été pris ici et là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On va augmenter un petit peu ça pour y voir un petit peu plus clair. Globalement, on avait un niveau de short à prendre ici, il a été pris également. Ensuite, ici, on perd du contrat, donc c'est plutôt du shorter qui ferme leur position. Ici, on a une forte augmentation de l'open interest, mais vous voyez que ça se fait d'abord sur du long, ensuite sur du short et ensuite sur du long. Donc, on va mettre forcément ici un point de long à prendre ici. Voilà. Ensuite sur du short à partir de là, donc vous voyez que le niveau a été pris, et ensuite on repart à nouveau sur du long à partir de là, donc vous voyez qu'on peut considérer que le niveau a été pris, puis de toute façon on a celui-ci juste en dessous. Ensuite ici on a des fortes positions qui s'ouvrent d'abord en long, des fortes positions ensuite qui s'ouvrent en short, et une forte position qui s'ouvre en long. Globalement les trois ont été pris, je sais pas si vous voyez, mais en gros on fait un joli triangle pour liquider un petit peu tout le monde. Ici lors de cette montée, on a des shorters qui rentrent, donc on aurait un point de short à prendre ici, mais on l'a pris. Ensuite on déleverage, vous le voyez ici, fermeture de contrat, on déleverage sur du longueur, et ensuite un petit spike ici en long, vous voyez que c'était le niveau qui aurait été là, mais on l'a pris depuis qu'on a fait cette dernière petite baisse là. Et ensuite globalement ici j'ai un niveau de shorter à venir prendre qui doit subsister, qui doit être à peu près par là. Hop, on va le mettre en bleu. Et voilà, donc on resserre un petit peu le champ des possibles ici, je trouve, sur Ethereum, sur la journée. Et ici également, nouveau niveau de long, mais vous voyez qu'il est au même endroit que l'autre, donc on va le prendre. Au niveau du CVD, un retour d'intérêt pour l'achat au spot sur Ethereum. Donc ça pourrait protéger, entre guillemets, eh bien, tout simplement ceux qui sont en dessous, là, ici, hein, qui attendent, enfin, les liquidités qui sont en dessous. Le gros à prendre pour moi sur Ethereum se trouve à 1007. Donc on a ici une non-conjonction, une divergence entre ce que nous dit, et ça fait quelques jours que ça dure, hein, ce que nous dit Ethereum et ce que nous dit Bitcoin, mais vous comprenez qu'au niveau des gros sous, on est plutôt sur un gros trade autour d'Ether. Vous le voyez ici, ça c'est globalement, on va dire, l'open interest et les prix de liquidation qui sont en place sur Bitcoin, ils sont assez faibles, et on a plutôt du shorter au-dessus, donc ça irait plutôt dans le sens de, si on devait liquider ici du monde sur Bitcoin, on le ferait au niveau des shorters. Et par contre sur Ethereum, sur les 5 derniers jours où ils ont été mis en place, globalement on est flat. Donc globalement ici il faut comprendre que c'est un petit peu le tipping point pour Ether. J'en parle depuis déjà plusieurs jours, mais globalement le tipping point, ça veut dire on a autant de monde au-dessus que au-dessous. À partir du moment où on verra une très grosse position s'ouvrir, on ira probablement la chercher. Vous voyez ici qu'on pourrait revenir faire un tour avec les 1520, et que si on regarde un petit peu les zones 1666, 1690 serait la chose à aller chercher plutôt vers le haut. On pourrait ici s'intéresser éventuellement à ce que nous dit Kingfisher. 5 septembre, oui c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est bon. Globalement Kingfisher ici sur le Bitcoin qui nous dit que on a plus de monde globalement en dessous à venir chercher en bas, hein, tout simplement. Dans les 5 derniers jours, oui on a une poche ici et on a une poche ici. Globalement le gros de la poche va se trouver, alors pour moi il y a beaucoup plus de monde ici au 25 000, mais le gros de la poche se trouverait plutôt au 29. Si on regarde par contre la heatmap, et c'est un petit peu la même chose mais dans un sens inversé, vous voyez que ici on identifie vraiment une poche importante au 25 000, et on a vraiment de la liquidité là qui attend juste en dessous, et petit à petit ça se densifie. C'est ça qui est relativement inquiétant, c'est-à-dire que là par exemple à 18,4, c'est ça, à 18 400, on a vraiment de la liquidité à prendre, et on en a encore également bien entendu jusqu'aux 16 400. La question c'est est-ce que les bulls arriveront à défendre ce niveau des 19,5 ou pas. Pour moi le signal il est là, et vous l'aurez sur le momentum probablement. Dès que vous aurez vraiment un gros retournement de momentum, je dirais en 6 heures ou 12 heures, vous pourrez comprendre éventuellement dans quel sens va aller le prix. On note aussi que le shop est complètement chargé en daily.
Donc ça souvent ça appelle à faire il n'est pas complètement chargé, mais il est bientôt chargé en daily. Donc ça appelle assez souvent à faire un mouvement violent dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est juste un indicateur de volatilité, on va dire, à quel point on a rechargé les batteries pour éventuellement péter dans un sens ou dans l'autre. Et puis globalement, voilà pour moi en ce qui concerne le sentiment. Il pourrait être intéressant ici d'aller faire un tour sur Ether, au niveau de Kingfisher, j'entends, pour du coup avoir un petit peu une idée de où est la liquidité sur Ether. En ce moment, j'ai pas l'impression disons que j'ai vraiment l'impression que Ether drive un peu les choses, et globalement vous voyez que selon Kingfisher, hein, c'est un algorithme, donc on ne sait pas ici qui a réellement pris profit, hein, depuis qu'ils ont lancé ici ce trade là aux $1000 par exemple, on ne sait pas réellement qui a pris profit, mais globalement vous voyez ce sourire, donc on est un petit peu dans les deux sens, avec quand même une préférence pour éventuellement du côté de Kingfisher une descente. Est-ce que c'est mon analyse moi personnellement? En fait, je vois quand même de la force sur les 10 prochains jours sur Ether. On pourrait tout à fait ici être, même également après The Merge, haussier, mais peut-être que avant ça, on devra légèrement nettoyer ici vers le bas, sans vraiment prendre ces pics en compte. Vous voyez ici que aussi, il faut faire attention à Kingfisher au sens où... ouais, on sait pas vraiment qui a pris profit dans ces eaux-là. Maintenant, on doit quand même regarder tous les indicateurs et tenir compte un petit peu de ce qu'ils nous disent, hein, bien évidemment. On a effectivement ce sourire, c'est pour ça que le prix reste un petit peu au milieu ici et qu'il a du mal à prendre une décision. Dans l'immédiat, en tout cas, et dans les positions fraîches, on sait qu'on a quelque chose à prendre avec un retour au 1520. Globalement, plutôt baissier quand même sur cet indicateur-là. On va faire les news maintenant. Alors les news, changement de Premier ministre en Angleterre, les prix du gaz qui augmentent en Europe à cause de la fermeture de Nord Stream. Donc pour maintenance, donc ça on va voir si éventuellement ça réouvre, ça devrait refaire bien sûr tomber les prix du gaz si jamais on a une réouverture, le dollar qui augmente le pouvoir d'achat des Américains. Voilà, rien de bien ouf, et là plus ou moins une étude qui nous dit que l'acte pour le climat de Biden, on voit ici les approvals, le disapproval, c'est-à-dire est-ce que les gens sont d'accord ou pas à plus ou moins avec tout simplement les propositions de Biden. Il y aura des élections à mi-mandat, je le rappelle, aux États-Unis qui sont censées redonner une majorité ou pas, ou alors donner plus ou moins une cohabitation. Eh bien, on verra ce que ça donne. Ça sera en novembre. Néanmoins, on peut imaginer ici qu'il va y avoir, beaucoup d'incentives qui va être voté dorénavant par Biden, et beaucoup de choses qui vont être votées pour rétablir l'économie. LG qui fait un partenariat avec Hbar, donc Hedera, pour des NFT, pour l'affichage des NFT sur la télévision, si je comprends bien. Ici, pourquoi le prix de Bitcoin pourrait crasher après The Merge. Et ici, un pré-merge rallye globalement sur la cassure d'un biseau ici descendant. Donc on l'avait déjà mis en avant ça sur la chaîne, ce biseau, il y a bien longtemps, donc pas de souci avec ça. Ensuite, voilà, on est maintenant sur bitcoin.com, l'Iran qui donne des licences aux mineurs de crypto. Un regain un petit peu d'intérêt pour les NFT visiblement, Vitalik qui donne ses impressions à propos de la sécurité Bitcoin à long terme. Si jamais on va sur le calendrier éco, là on est en début de semaine, hein, donc c'est ce qu'on va regarder bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? Pour moi, ce sera jeudi qu'on aura pas mal de choses, et notamment un discours de Powell à 9h10, donc ça doit faire du 15h10 chez nous. C'est ça, 15h10 chez nous, donc attention à ça, il faudra bien surveiller qu'est-ce qu'il nous raconte notre ami Jérôme, et puis quelques discours de président de Fed également, et des informations ici également jeudi sur le marché de l'emploi. Pas de grosses news cette semaine, la très grosse news, ça sera tout simplement le CPI, donc quelle est l'inflation aux États-Unis à partir qui nous sera donné mardi 13, donc la semaine prochaine. Ici,
Sur MarketWatch, pas grand-chose, si ce n'est, et c'est suffisamment intéressant pour le dire sur MarketWatch quand on parle de NFT, un hacker qui vole 185 000 $ en Ethereum à Bill Murray. Alors là, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas bien, il faut pas déjà arnaquer Bill Murray, hein. Bill Murray, c'est quand même un des plus grands acteurs de son temps, enfin en ce qui me concerne, je trouve, et voilà, et donc du coup, on n'arnaque pas Bill Murray, surtout quand il fait quelque chose qui s'apparente plus ou moins à une bonne action, tout simplement, parce que visiblement, c'est de la vente de NFT, une bière avec Bill Murray, un NFT collectible qui s'était vendu pour 120 Ethereum. Donc c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment chier. Ça ternit un peu l'image des cryptos puisque les hacks deviennent possibles. Alors je sais pas exactement comment il s'est fait hacker son wallet, mais voilà, si c'était bien protégé, etc. Et à nouveau ici Gazprom avec le prix du gaz naturel qui augmente après que la Russie ait fermé un pipeline. Dans les news également, j'ai oublié d'en parler hier, mais c'est une info qui est sortie déjà depuis 2 ou 3 jours, les États-Unis qui vendent 1,1 milliard d'armes, des armes anti-bateau et des armes air-to-air, c'est-à-dire de la DCA, enfin non, air-to-air, donc ça veut dire que tout simplement ce sont des missiles lancés par des avions, vers des avions, globalement, tout ça sent pas très bon. J'ai fait tout un sujet sur Taïwan, regardez si vous voulez aller le voir, je pense qu'il est toujours d'actualité au sujet des semi-conducteurs et toutes ces choses-là et des ambiguïtés stratégiques que les États-Unis pouvaient avoir avec Taïwan, ce qui bien entendu rend la Chine vraiment pas contente parce que la Chine considère qu'il y a une unité nationale entre l'île de Taïwan et la Chine, depuis toujours en fait. Donc ils essayent bien entendu de rapprocher tout ça et là en l'occurrence, voilà, ça jette un peu de l'huile sur le feu que les États-Unis vendent directement à Taïwan tout simplement ce type d'armes. Voilà, on peut imaginer peut-être que la visite de Nancy Pelosi était plus ou moins on a fait du VRP ici. La courbe d'adoption, ça on en parlera demain, je pense que je ferai un sujet là-dessus. Ici, voilà, vous voyez la hard date qui a été donnée sur le Cardano, donc pour le Vassil hard fork. Renseignez-vous là-dessus, c'est quand même une update assez majeure sur Cardano. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement, Cardano était assez compliqué pour les devs et quand on augmente de toute façon la scalabilité, c'est toujours une bonne chose. Voilà pour ce point d'aujourd'hui. Il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est oui, on voit un regain ici de l'Ethereum Dominance. Ethereum Dominance qui a une très jolie structure et contrairement on voit derrière aussi en face un déclin de la Bitcoin Dominance, vous le voyez ici où on est vraiment tout en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on va ici rebondir sur ce support historique, hein, vous le voyez, support depuis mai 2021 maintenant, 1, 2, 3 touches. On arrive là ici bien entendu au moment où on est sur la 4e touche, peut-être que mettre une alarme ici serait par exemple une bonne chose, un bon signal. Et puis également, est-ce qu'on n'irait pas vers un flipping? J'en parle depuis assez longtemps sur la chaîne, c'est quelque chose qui vraiment pourrait se faire. De plus en plus de force du côté de l'Ethereum Dominance. Maintenant, on a aussi bien entendu d'autres altcoins qui fonctionnent, qui marchent très bien en ce moment au niveau dominance. Mais voilà, c'est suffisamment intéressant pour le montrer. Et puis c'est suffisamment également intéressant de montrer que on est littéralement en altcoin season. Alors qu'on a vraiment quand même, alors je vais refresh pour être sûr d'avoir le bon chiffre. Mais alors qu'on a littéralement ici quand même, on est en bear market. C'est assez rare qu'on retrouve des altcoin season en bear market, sauf quand on est sur des grandes périodes de latéralisation. C'est un petit peu le cas ici, bon, même si Bitcoin est relativement baissier, mais ça explique vraiment cette forte perte de dominance sur Bitcoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut anticiper tout simplement une très forte baisse, je reviens sur la Bitcoin dominance, des cryptos? Auquel cas ça ferait rebondir la Bitcoin dominance, hein. Si on était vraiment ici en forte baisse, tout le monde repasserait un petit peu risk-off en crypto, et le risk-off en crypto c'est tout simplement le Bitcoin. Est-ce qu'on est sur un énorme arbitrage au niveau de The Merge, par exemple des gens qui ont arbitré sur Ethereum, Bitcoin, et qui finalement sont plutôt des Bitcoin maximalistes, mais on en connaît beaucoup, et qui en fait ont arbitré ici, je pense que The Merge va cartonner, je pense que Ethereum va cartonner pour The Merge, donc je transfère mes Ethereum en Bitcoin, et puis au moment où tout simplement tout ça sera fait, je reviendrai en Bitcoin. On voit en tout cas des arbitrages qui se font de ce côté-là. Ici, on a sur Bitcoin contre Ethereum une potentielle, on avait eu une déviation ici, hein, donc tout ça n'est pas bien sûr, mais une potentielle cassure de ce flag-là.
voilà, à voir si vraiment ça joue. Si vraiment ça joue, vous comprenez que ça veut dire on arrive quasiment à 10% pour un Bitcoin. Et puis, je vous l'avais montré aussi la grosse tas séance qui, elle, a une target de tout simplement partir à la doublette. C'est-à-dire ici, vous avez une grosse tasse, potentiellement une anse qui est en train de se faire. En tout cas, ce grand range là pourrait correspondre à une anse puisqu'on a fait les 0,5 de baisse qui correspond à une très belle anse. Et globalement, ça nous donnerait une target ici autour des 15, c'est-à-dire un doublement de la valeur de Ether par rapport à Bitcoin. Pour le moment, rien n'est cassé, donc rien n'est confirmé au niveau de cette figure. Mais si jamais on fait effectivement ce bull flag, on arrivera déjà, en tout cas au minimum, au niveau des 10 qui sera quand même ici, vous le voyez, une résistance. On a vu cette grosse déviation au-dessus de la ligne de coup de cette fameuse ta séance, qui est plus ou moins la droite verte que vous voyez là. Voilà, à voir ce que ça dit un petit peu dans le futur. En tout cas, on essaie de rejoindre là cette grosse trendline en vert, on essaie vraiment ici de la rejoindre et potentiellement on pourrait se dire que courant 2023, si jamais The Merge se passe bien, etc., on pourrait avoir ici une potentielle. Voilà, on voit sur Ethereum contre Bitcoin en tout cas une accumulation plus ou moins de figures bullish. Là, on le voit par exemple. Alors, elle n'est pas cassée non plus, mais avec cette épaule. Tête, épaule. Alors les épaules sont petites, mais si on casse ici cette ligne de coup, pareil, on aura une target qui, je pense, va s'apparenter plus ou moins à celle qu'on regardait à la hausse. Je vais faire ça, jusqu'à la ligne de coup qu'on pourrait évaluer par ici. Si on a un point de cassure, vous le voyez qu'on a aussi une target qui s'apparente autour des 13. Moi, comment je trade en général l'état séance comme ça sur le très long terme, personnellement, je prends quasiment la moitié de la target. C'est-à-dire qu'avoir une target autour de 12 me paraîtrait être plus conséquent et plus voilà, je diminue un petit peu mes targets, ou en tout cas je fais une première prise de profil là ici à ce niveau là et potentiellement ici garder un petit peu pour au cas où c'est le cas. Voilà, en tout cas intéressant. Il faut savoir aussi que bien entendu Ethereum intéresse beaucoup en ce moment pour plusieurs raisons et également pour le côté ESG, c'est-à-dire économie d'énergie, etc. Et que tout ce qui était un petit peu proof of work n'était pas extrêmement convoité par les institutions, puisque en ce moment on leur demande vraiment de faire des choses qui sont plus ou moins dans le économiquement soutenable, on va dire, c'est-à-dire éco-friendly si vous voulez. Et le passage d'Ethereum en proof of stake va aussi rajouter dans cette narration là, qui est de dire Ethereum c'est propre. Il n'y a pas vraiment de compétition à mon sens entre Bitcoin et Ethereum. Bon, pour moi, Bitcoin est une fabuleuse réserve de valeur, c'est hyper safe, etc. Et c'est aussi un fabuleux, avec le Lightning maintenant, moyen de paiement. Et tout ce qui est Cash App, etc., qui devrait, l'application Strike, toutes ces choses-là qui devraient se développer, qui devraient permettre vraiment de transférer des grosses ou des petites valeurs à la vitesse de la lumière. Et voilà, pour moi, Ethereum, tout simplement, est un peu moins safe, mais permet d'être programmable, tout simplement. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, avec des smart contracts, tout ce qu'on peut faire sur la DeFi, etc. Ne pas oublier les Ethereum killers en termes de diversification de portefeuille me semble intelligent, tout simplement parce que si The Merge est foireuse, c'est quand même très technique de faire ce qu'ils sont en train de faire. Si The Merge est foireuse, à ce moment-là, vous aurez une troisième personne qui sera déjà en proof of stake et qui pourra récupérer toute la total value locked, toute la valeur qui est déjà stockée sur le réseau Ethereum. Donc avoir 2 ou 3 billes dans des Ethereum killers me paraît ici être une bonne option également. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo très courte, mais ça a encore fait 27 minutes, j'en suis désolé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin et l'Ethereum. L'idée ici sera potentiellement donc j'ai pas vraiment donné d'action de prix, mais je peux vous donner des stratégies en tout cas. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire et qu'il faut que je dise dans cette vidéo. Pas donner d'action de prix parce que sincèrement c'est très difficile de savoir où va le prix. Pour le moment on a un Ethereum on a un Bitcoin qui manque de momentum et qui n'intéresse pas grand monde, et on a un Ethereum qui est un petit peu dans le même cas, mais au moins il y a The Merge qui finalement donne un petit peu de jus à tout ça. Beaucoup d'open interest sur Ethereum, donc tout le monde est plutôt positionné là-dessus à présent. Et la troisième chose à comprendre, c'est aussi que
On a également ici des stratégies à avoir. En l'occurrence, moi, c'est un short de couverture que j'ai ouvert à la cassure des 21,8, donc du coup qui roule toujours. Et puis forcément ici, reprendre des profits ici, par exemple, vendre un petit peu d'Ethereum au 2000, en racheter potentiellement un petit peu au 1005 dans l'optique d'un rebond, etc. Si on devait avoir vraiment des décomptes ici, pour moi, la macro en fait plombe tout simplement les cryptos, mais ceux qui y croient, au niveau de la structure, si vous voulez, des gens qui sont encore dedans, on a une structure qui est extrêmement forte et on le voit on-chain, etc. On a vraiment énormément une très très belle structure, on va dire, de bottom sur tous les indicateurs on-chain. Maintenant, étant donné que la macro est là et étant donné que on a quand même ici une corrélation qui est toujours là malheureusement avec le S&P, je serais quand même plutôt prudent et c'est pour ça que je garde ces shorts de couverture et ces choses-là forcément ouvertes, histoire de profiter un petit peu, bien évidemment, d'avoir éventuellement de la prise de profit en dollars pour éventuellement booster mon portefeuille de trade et tout simplement racheter encore plus de crypto plus bas. L'idée est là, voilà, après au niveau des stratégies on peut tout faire, on pourrait aller vers les options, on pourrait faire des tas de choses pour ici avoir un portefeuille qui se hedge. Néanmoins, l'idée est quand même de couvrir un maximum de potentialités et de scénarios. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée à tous. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, le commentaire sera sur... le commentaire sera sur la nutrition, voilà. Est-ce que vous êtes bon ou mauvais cuisinier et quel est le plat que tout le monde adule quand vous le faites. Donc voilà, ça sera sur ça. Puisque j'ai faim, je pensais à ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.